Allez, on est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ce midi, on va parler de résilience. Alors que ce soit la résilience dont il faut faire preuve actuellement en entreprise, mais également la résilience d'une matière plus générale dans la vie de tous les jours, dans votre propre vie. Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Collery qui est avec nous pour un webinaire qui va durer trois quarts d'heure, une heure. Arnaud, je vais te laisser te représenter. D'accord. Euh, alors, parcours très divers. J'ai commencé en finance il y a 25 ans, puis un peu dans le luxe à Tokyo, dans le cinéma, la technologie. Et il y a 6 ans, 7 ans, j'ai décidé de me concentrer sur ce qui me plaît le plus, l'humain, développer le potentiel de l'autre en tant qu'executive coach, coach en team building et producteur d'événements inspirants un peu partout. Et puis là, en ce moment, je me réinvente. À nouveau, on crée une plateforme sur les soft skills avec un peu des maîtres en la matière, en France d'abord, et puis après ensuite à l'étranger. Euh, voilà, donc ce qui explique aussi la manière, on a toujours des biais cognitifs quand on écoute quelqu'un, donc voilà, juste un bémol avant de m'écouter, ce que je vais dire, ça représente que mon expérience. Je ne suis ni un académicien, ni un académique, ni un philosophe, ni un professeur, je suis voilà, juste quelqu'un de terrain. Donc tout ce que je vais dire, ça représente la somme de mes expériences, mes multiples réinventions, on en parlera peut-être. J'ai été plusieurs fois au fond du trou. Il a fallu que mentalement et financièrement, je me remette à niveau. Et puis, ça représente la somme de clients avec lesquels j'ai travaillé sur plus d'une vingtaine de pays les 7 dernières années et en France depuis un an, avec des boîtes comme la Cité du Vin, par exemple, à Bordeaux en ce moment. Et puis CMA, CGM et plein de boîtes dans le luxe et autres. Donc encore une fois, voilà, tout ce que je vais dire, ça représente que la somme de mes expériences et celles que j'ai vécues avec mes propres, mes propres clients. Et puis aussi, j'ai monté cet événement qui s'appelle Stand Up for Passion. On l'a fait dans quelques 10 pays, qui était un événement jusqu'au Covid, un événement physique sur la transformation et la résilience. J'ai casté quelques 200 personnes que j'ai accompagnées pour pouvoir exprimer oralement leur propre transformation, leur propre résilience. Donc je suis passionné de ce domaine pour l'avoir vécu, pour mes clients et pour toutes ces personnalités, ces speakers que j'ai aidé à mettre en scène sur leur... On a une petite chaîne YouTube qui s'appelle youtube.com/standupforpassion. Donc à tous ces titres, c'est peut-être mon sujet de prédilection. Alors, n'hésite pas à mettre le lien dans le Ok, chat si tu veux je renvoyer mettrai ça. nos participants. Alors, une première question que je vais poser aux personnes qui sont avec nous. On entend beaucoup parler de résilience cette année. Pour certains, c'est un mot qui est nouveau. Est-ce que vous, au niveau de nos participants, pour vous, la résilience, c'est quoi si vous deviez me donner une définition? Est-ce que vous pouvez nous donner dans le chat votre définition de la résilience? C'est pas Je vous, mal lai- ça. je vous laisse 2-3 minutes. Enfin, 2-3 minutes. Un petit peu de C'est une temps bonne pour idée. répondre. Arnaud, je te laisse Écoute. regarder ce qu'il en Ouais, ouais, ressort. génial. Non, mais c'est génial de commencer comme ça. Comment rebondir? Acceptance, je ne peux pas changer. Acceptation, capacité à... Capacité à rebondir, acceptation. Alors, de manière générale ou en entreprise, parce que je pense que Ouais, la résilience, c'est quelque chose de global. On ne peut pas l'appliquer uniquement en entreprise. Je pense que c'est une mentalité quelque part, c'est une globalité. Donc là, on a résistance, s'adapter, rester debout, capacité à fléchir mais revenir à son état nominal, capacité d'adaptation, rebondir après une difficulté, s'adapter, résistance, capacité à aller de l'avant, me réinventer, grandir tous les jours en m'appuyant sur mon vécu, échec et succès, processus de transformation d'un vécu traumatique, se retrouver soi-même après un choc, capacité à surmonter les difficultés, savoir ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas, accepter l'épreuve, mais avancer avec cette expérience. Bon, bah c'est bien, je vois qu'il y a... En tout cas, ça fait réagir. Persévérance suite à un échec ou une difficulté, résister au choc. Alors, super. Être acteur des modifications sans subir, changement, comment s'adapter à l'incertitude. En fait, je dirais que la résilience, c'est un peu tout ça. Et je vais laisser Arnaud nous en donner une définition. ok.
Effectivement, avant de donner ma définition, bon, les gens ont compris ce que c'est, hein. C'est effectivement s'adapter, faire face au changement. Moi, ma propre définition, euh, elle est systémique, elle est toujours en changement, mais c'est vraiment s'adapter et rebondir, quelles que soient les circonstances. Donc, à nouveau, c'est par rapport à mon expérience, c'est par rapport à ce que j'ai fait, c'est par rapport. Bon, j'ai beaucoup d'auteurs américains d'ailleurs. Je regardais ce matin, je vous le conseille tous, Angela Duckworth, qui a écrit sur le grit. Le grit, c'est ce mot américain qui. Why passion and resilience, the secret of success. Mais c'est vraiment ça pour moi, c'est ce truc que tu as dans les tripes euh, qui fait que tu vas continuellement apprendre à rebondir. Je parlais ce matin à Philippe Boulanger, qui est le président de l'Association nationale des conférenciers en France, qui va intervenir sur ma plateforme. Et lui, son truc, c'est ça. Pour lui, sa résilience, c'est il apprend continuellement, que ça marche ou que ça marche pas. Et ceux que je vois qui s'en sortent, c'est ceux qui ont continuellement appris. C'est pour ça que les ingénieurs sont assez bons là-dedans. Moi, je suis pas du tout ingénieur, mais je dois les féliciter parce que voilà, ils ont continuellement, c'est dans leur DNA, c'est dans leur gène. Donc encore une fois, pour moi, voilà, c'est résilio, c'est l'origine du mot, c'est rebondir quelles soient les circonstances. Et dans la définition de rebondir, ce qui est très important à comprendre, c'est le fait que on ne va jamais retourner là où on était avant. Donc il y a forcément du changement, et il y a forcément une perte de repères, et il y a forcément, pour reprendre les mots des gens, l'acceptation du chaos. L'acceptation du fait qu'on ne va pas savoir où on va aller exactement. Malgré tout, on va se donner une définition, on va se donner une vision, on va se donner une direction, pas nécessairement un but, mais une direction dans laquelle on va aller. Pour préparer ça, je regardais d'autres citations ce matin, et ça me parle, celle de Goethe qui dit tant que tu ne sais pas mourir et renaître, tu n'es qu'un passant affligé sur la terre obscure. Alors, je ne suis pas du tout un intellectuel ni un philosophe, mais j'ai trouvé ça tellement approprié. Cette continuelle renaissance, cette continuelle envie de se réinventer, malgré tout ce qui se passe. Et là, on le voit aujourd'hui, hein. Euh, et c'est un petit peu plus dur pour nous, parce que pour nous, je veux dire les Français, les Européens, parce on a un écosystème d'amitié, on a un écosystème social, on a un écosystème de culture qui fait qu'on a nos livres, on a nos amis, on avait nos cafés, on a les plans sociaux qui sont là pour nous aider à rebondir. Et donc le coussin, il est un petit peu là, tandis que je voyais les Américains depuis le début de la crise en mars, tout de suite, comment se réinventer. Moi, je vous dis 80% de mon chiffre d'affaires à moi, je vais prendre mon exemple, c'était dans l'événementiel. Donc, c'était dans la production de ces événements inspirants. Donc, j'ai su dès le départ que ma plus grosse conférence qu'on devait faire là en octobre, avec TF1 entre autres, 2000 personnes au théâtre du Châtelet, euh, quelque chose sur la résilience d'ailleurs, allait s'annuler a priori, et je le savais. Et mes autres amis dans l'événementiel ont continué, mais non, non, ça va rebondir, on attend septembre, on attend septembre. On le sait, hein, 90% des événements sont arrêtés. Et j'ai vu, par exemple, j'ai suivi un Américain qui était président de Spartan Race. Spartan Race, c'est de l'événementiel. Vous savez ce que les Tough Mudder ou en France, il y a un mot, je ne sais pas quoi. Bref, c'est des courses d'obstacles sur 15 km. Donc, bon, forcément, elles sont mortes. On ne sait pas jusqu'à quand. Donc, dès le départ, dès mars-avril, il a dit je vais essayer de garder mes 400 employés, mais je ne sais pas comment faire. Il y aura une grande chance qu'ils doivent partir, puisque ben, on va essayer de survivre. Et quand on parle de résilience avec des gens, en ce moment, j'accompagne la Cité du Vin là-dessus. Donc, je les accompagne sur une réflexion globale sur qu'est-ce que la résilience. Et puis, je les accompagne en one-to-one. On en parlera beaucoup, c'est-à-dire sur l'écoute de tous les employés. Parce qu'il y a ma définition, il y a la tienne, Christophe, il y a ceux des gens qui nous écoutent, et puis il y a ceux qui le vivent voilà, au jour le jour. Et pour tout le monde, c'est différent. Là, il y a 100 employés à la Cité du Vin. Tous les vendredis, je suis disponible en écoute active. C'est-à-dire que les employés peuvent me prendre 30 minutes, des sessions de 30 minutes avec moi, et je les écoute. Pendant 20 minutes, je les écoute, et je parle 5 minutes. Et voilà, faut accepter qu'on a tous une façon différente. Donc c'est très très dur dans l'entreprise. Ce que je donne comme conseil, donc j'ai plein de choses à dire, puisque voilà, c'est quelque chose qui me passionne et sur lequel je travaille depuis des années. Dans le monde de l'entreprise, on pourra parler du monde de l'entreprise, du monde personnel, ce que tu veux, mais c'est déjà de dire pour votre entreprise, puis après on pourra parler personnellement.
Mais pour votre entreprise, qu'est-ce que ça veut dire la résilience? Donc, si vous prenez la définition de résilience, que ce soit la vôtre, celle de Christophe, la mienne, peu importe, autour du rebondir, autour de l'acceptation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc, qu'est-ce qui va être le plus important? Il va y avoir un ethos, une redéfinition des valeurs. Est-ce que ça va être la survie de l'entreprise, coûte que coûte? Est-ce que ça va être la survie des employés, c'est garder les employés, parce qu'on pense tellement que c'est dans les employés qu'on va se réinventer, même s'il n'y a plus de chiffre d'affaires à un moment donné. Est-ce que c'est la survie d'un client? C'est ce client principal, et coûte que coûte, il faut garder ce client parce qu'il est avec nous depuis 10 ans. Est-ce que c'est la survie de la culture d'entreprise? Hein, c'est très lié à la culture d'entreprise aujourd'hui. Hein. Tout mon métier, tout ce que je fais, finalement, c'est de la culture d'entreprise. Hein. Et là, aujourd'hui, 100% des boîtes dans le monde, leur culture d'entreprise change, puisque la culture d'entreprise, c'est fait des énergies des gens différents. Et là, bien, il y en a qui sont virés, il y en a qui partent, il y en a qui sont en burn-out, il y en a qui sont en dépression, il y en a qui ont la pêche et qui sont plus créatifs que jamais parce qu'ils se révèlent là-dedans. Hein, on a qu'à regarder les expériences des militaires. Je discute en ce moment avec Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, pour intervenir sur notre plateforme. Alors lui, la résilience, il connaît aussi par cœur, en cas de tempête, mais c'est très différent. Il y a les généraux en cas de tempête, et puis il y a les généraux qui sont bons, surtout en termes de gestion. Moi, la tempête, j'aime ça, en fait, quelque part. J'ai souvent été bon là-dessus, plus que pour la gestion à long terme. Donc, quelque part, même si c'est très difficile sur le plan chiffre d'affaires pour moi en ce moment, je suis à l'aise dans ce milieu. Donc, déjà, de trouver qu'est-ce que ça veut dire la résilience pour votre entreprise par rapport à la vision d'entreprise. Est-ce qu'il faut changer la vision? Sur quoi on se concentre? Après, faire de la communication interne, en commençant par l'écoute active de chacun des employés, si possible, quand les boîtes ont moins de 100 employés. Si les boîtes ont beaucoup plus de 100 employés, c'est de prendre des gens les plus empathiques possibles dans l'entreprise, quel que soit leur poste, et les mettre à l'écoute, exactement ce que je fais à la Cité du Vin, à l'écoute d'une cinquantaine, d'une centaine d'employés. Simplement pour qu'ils aient un retour de ce qui se passe à la base et de partout. Pour que ce qui reflète la nouvelle culture d'entreprise, il faut qu'elle reflète toutes les énergies qui se passent en ce moment. Donc, une fois qu'on a la vision où on veut aller, quelle est la chose la plus importante? Encore une fois, c'est la survie du chiffre d'affaires coûte que coûte, la survie d'un client, la survie de la culture d'entreprise. Il y en a qui veulent avoir les mêmes définitions de la culture d'entreprise dans 6 mois, dans un an, quand peut-être on aura un vaccin, que maintenant. Très bien, libre à vous. Je pense qu'on va tous être obligés de changer. Je crois que c'est Socrate qui disait que c'est même un crime que de ne pas se regarder à un moment et d'analyser son histoire. Et là, on a une chance de dingue, c'est de pouvoir analyser ce qu'on est. Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est? Quels ont été les éléments importants dans sa vie? Ce qu'on appelle en japonais les satori, Satori. satori, on en a reparlé, et les prises de conscience, et les kensho. Les kensho, c'est les changements graduels qui sont faits dans le temps, qui proviennent de trauma. Hein, trauma, les deuils, les faillites complètes financières, les maladies, etc. Et là, toutes les entreprises, ou tous nous, à titre personnel, on est tous en train de vivre un trauma. Il y a un trauma général, mais moi, j'ai passé aussi 4 ans au Japon. Je suis assez fou de ce pays. Alors là, pour le coup, la résilience, c'est dans leur gène. Hein, ils sont peut-être un peu moins créatifs que nous, que les Américains, d'une manière générale, même si j'aime pas faire de généralisation. Mais la résilience, alors là, ils nous battent à plein de coutures. Fukushima, ce qui s'est par exemple passé à Fukushima en 2011, où plus de 25 000 personnes sont mortes avec ce tsunami, euh, ils avaient fait des indices du bonheur, le bonheur général des gens, de la population. Vous savez que l'indice général du bonheur, là, qui a été créé au Bhoutan, qui a été repris par les Nations Unies, et ils ont vu que l'indice général du bonheur, 4 ans après Fukushima, était supérieur 1 an avant Fukushima, dans la région de Fukushima. C'est-à-dire que les gens ils sont tellement soudés, ils sont tellement aidés entre eux, ils ont créé une nouvelle culture de résilience. Malgré ce qui s'est passé, les deuils, les morts dans leur famille chacune, ils sont encore plus forts. Enfin, ce qui se passe en ce moment dans certaines parties du Rwanda, c'est la même chose. C'est incroyable ce qui se passe au Rwanda. Il y a certains villages qui sont forts alors que 1 million de personnes sont mortes et qui sont plus forts. Donc c'est ça aussi, c'est la résilience. Donc il y a plein de concepts. Mais à la base, c'est ce que vous avez dit au début, c'est déjà, l'acceptation de ce qui se passe. Vous savez, il y a une émission américaine, et j'imagine qu'il y a la même chose en France, où il y a ces gens qui veulent perdre du poids. Là. Ils arrivent avec 200, 300, 400 kilos. Et le premier jour qu'on fait dans cette émission, c'est vraiment de leur mettre leur poids en face d'eux. Vous pesez 300 kilos, ça vous fait quoi? Parlez vraiment nettement. Arrêtez de sourire, arrêtez de faire des blagues sur qu'est-ce que c'est
C'est rien. Non, non. Qu'est-ce que c'est? Ça vous fait. On les laisse déverser. On les laisse déverser parce qu'il faut parler. Hein, c'est la thérapie narrative. Il faut parler, faire comprendre. Et moi, c'est la première chose que je fais dans toutes les entreprises dans lesquelles j'interviens en tant que coach. Je les fais parler de tout ce qui se passe. Je les fais parler. Là, le team building qu'on fera à la Cité du Vin en janvier, en espérant qu'on est un petit peu, voilà, on est un petit peu mieux, ce sera déjà de réunir tout le monde. Là, on est surtout en one-to-one et de les faire parler sur le plan général. Une fois on les a laissés parler et une fois qu'on a accepté, on peut mettre des nouvelles choses, des nouvelles directions, des nouvelles visions en forme par rapport à ce que les gens veulent. Donc, encore une fois, c'est la nouvelle culture d'entreprise. Que veulent les employés, que veulent les managers, que veulent les boss. Et Donc pour, Arnaud, ça veut dire que le premier axe pour développer la résilience en entreprise, la première action, c'est d'écouter ce qui compose l'entreprise, donc les oui, ressources humaines, les ouais, collaborateurs, les managers, et donc d'être à oui, l'écoute de l'ensemble de l'entreprise. ouais. Alors comme tu l'as dit, dans une petite entreprise, c'est toi Facile, typiquement tu peux intervenir s'il y a facile. 50, 100 Ouais, personnes. Pour les entreprises de taille plus importante, alors je vais juste faire un retour ouais, arrière. On l'a vu dans des webinaires précédents. On l'a vu par exemple lundi avec des solutions digitales comme Witifit, ou on l'a vu mardi avec Moodwork, qui est spécialisé dans Moodwork, ce oui, bien type sûr. de Sur le prestations pulse, qui permet d'aller sonder, bien sûr. d'aller prendre la température, d'aller recueillir les éléments de l'ensemble des collaborateurs. Et ensuite, j'imagine que toi, Arnaud, tu peux très bien prendre les résultats d'un Moodwork et accompagner l'entreprise à travailler sur sa stratégie et sur les points durs de l'entreprise. C'est ça. Et d'ailleurs, je vous conseille Moodwork, excellent. Il y a, là-dedans, il y a AMP aux États-Unis, il y a Picken au Danemark, qui est bien. Il y En a, ouais. France, Il y a Supermood, il y a Supermood. Il y a aussi Christophe Bergeron qui a lancé Zest. Zest. Alors, je vous le conseille aussi. Ils sont très, très bons sur le Pulse. Effectivement, je propose aux entreprises de travailler avec des gens comme ça lorsqu'il y a des. Il faut avoir le pouls des gens. Avant de faire intervenir des conférenciers, puisque c'est aussi mon métier, des gens comme moi, je dis, est-ce que vous connaissez, vous savez où ils en sont déjà? Avant de faire intervenir quelqu'un comme moi, qui insuffle une énergie, qui parle de voilà d'énergie, de choses positives, etc. Déjà, est-ce que vous savez où ils en sont? Parce que sinon, quand on se reçoit un truc très très positif en pleine gueule, sans avoir déversé, sans avoir été écouté, ça peut être violent. Je le Ouais. comprends très bien parce que je l'ai vu se faire. Et maintenant, tant qu'on n'a pas pris ce qui s'est passé un peu partout, le pulse de l'entreprise, qu'en font ces entreprises comme Picon, comme Zest, etc. Et puis après, de faire intervenir des gens en interne, en externe, qui réinsufflent une énergie, qui parlent avec la direction sur quelle est cette nouvelle vision encore une fois, on se concentre sur quoi à partir de maintenant. Une fois qu'on s'est décidé, on se concentre sur quoi, on expérimente qu'on soit une start-up ou pas, on prend le modèle on parlait de Amazon, euh, quelles que soient les choses qu'on pense de Amazon, ils font 12 000 expérimentations par jour, 12 000. 12 000, ils testent des choses en interne, dans les employés, dans les produits, etc. Alors bon, il y a des choses hardies dans Amazon, dans la façon dont ils traitent les employés, c'est pas le débat là, mais dans la façon d'expérimenter des choses. Et donc là, ce qu'il faut, c'est devenir un vrai expérimentateur. Je sais que c'est très très difficile quand j'en parle à certains patrons ou certains DRH, on n'a pas le temps, etc. Il faudra pas le temps. Et de dire à tous les employés, de faire de la communication en interne. Et moi, chaque boîte avec laquelle je travaille, je le fais dire, c'est à partir de maintenant, on va expérimenter. On va expérimenter et on va voir ce qui marche le mieux par rapport à cette culture d'entreprise. J'ai écrit un bouquin chez Larousse sur un peu tout ce que je fais. Je n'ai pas donné une méthodologie. Je donne plein de choses. Puisque ce que je dis, c'est ce qui marche dans une boîte, ça ne va pas forcément marcher dans une autre. Que veulent encore une fois la base, que veulent le management, que veulent les gens, par rapport à là où ils veulent aller, et on expérimente. Et là, je veux dire, c'est la beauté de la chose. C'est une fois que on expérimente, il y a une dynamisme, il y a un mouvement qui se crée. Hein, Alors, j'ai quand même une question. Cette résilience, est-ce qu'elle n'est pas à deux niveaux dans l'entreprise? Je m'explique. La résilience, avant tout, c'est quelque chose de personnel. Donc aujourd'hui, on vit tous un traumatisme personnel. tous. Le Covid a un impact sur tout le monde, alors à différents niveaux, hein. Mais admettons, je suis salarié d'une entreprise. Je suis déjà, moi, personnellement, très fortement impacté par la situation. Je vais être cru, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la résilience de l'entreprise?
Tu vois ce que Oui, je veux dire? Il y je a peux ma bien, résilience bien et sûr. ensuite, effectivement, il y a la problématique de Ouais. l'entreprise. Alors, on peut parler, si tu veux, de ta propre résilience avant tout, hein. Effectivement, il faut travailler d'abord sur toi. Ce que je veux dire, c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas que les salariés déjà Ouais, soient ouverts à ça? bien Est-ce qu'on sûr. n'a pas un point de blocage possible d'entrée de jeu? Bien sûr, enfin moi c'est ce que je fais, je te dis à nouveau tous les vendredis, c'est que je les écoute et ce qu'ils me disent est totalement anonyme par rapport au management. Donc c'est dans le contrat de départ, ils me disent tout ce qui leur traverse l'esprit, les incertitudes, les difficultés, et donc je travaille avec eux sur leur parcours de vie, sans que ça soit, voilà, si c'est un certain niveau psychologique, je leur dis, je suis pas la bonne personne, mais c'est juste, ils ont besoin d'écouter sans être, je sais pas, suicidaire ou autre. Ouais. On peut être là, et la boîte peut mettre des choses en interne, effectivement, et travailler sur sa résilience. Alors là, tu vois, suis refait une petite liste, mais euh, là, je peux te donner, tu vois, une dizaine de choses que je mets en permanence en route, même pour moi-même, hein. Moi, Moi-même, ce que j'aimerais, c'est que tu nous réexpliques ton parcours du moment où tu es parti pour qu'on ait un exemple de quelqu'un qui a fait de sa vie le mot résilience quasiment. Mhm. Ouais, je vais essayer de pas parler de tout, mais des points importants, des satori, justement, des prises de conscience. Ouais. Le premier, tu vois, j'ai 12 ans et je suis complètement voilà, un créatif je suis dans l'action, mais je suis d'abord un créatif. Et donc à l'école française, très dur pour moi, hein. Écouter juste le professeur et prendre des notes à 12 ans, c'était dur. Et même ma mère s'est inquiétée, ma mère intellectuelle de formation, historienne. Elle s'est dit, elle m'a fait même faire un test de QI pour savoir si j'étais intelligent, si j'avais quelques neurones, quoi. Elle dit, je ne fais rien à l'école, je n'ai rien à foutre. Et là, elle me dit, ben non, en fait, tu as une intelligence juste au-dessus de la moyenne. Je n'étais pas un mec brillant, mais j'étais un mec, voilà, ça va. Donc normalement, je devrais pouvoir suivre Et donc elle a compris, j'ai commencé, non, mais je m'intéresse pas, moi, j'ai besoin de faire du sport, du théâtre. Elle m'a laissé faire un peu de théâtre, un peu du sport, malgré elle. Elle voulait que je sois juste un peu, voilà. Et je fais comme ça de 3 4 années. À 16 ans, j'en peux plus. Je dis à mon père, je vais travailler comme ouvrier, je vais quitter l'école, c'est toujours pas mon truc. Ça va, je suis passable, je passais les étapes, mais c'était pas ça. Et il me dit non. Et puis finalement, je les laisse. En gros, ils m'écoutent et je pars aux États-Unis à 16 ans. Je trouve une bourse et je vais en école américaine. Alors, je dis pas que c'est le mieux, mais pour un créatif et pour quelqu'un qui essaie de se trouver, super. Je reviens. Là, je fais une espèce de fac américaine à Paris en travaillant sur le côté, etc. Je fais plusieurs carrières, jusqu'à me trouver. Et à un moment donné, pareil, ça me satisfait plus. Je suis dans le monde corporate, je suis dans une boîte de communication financière, CFB à Paris. On travaille avec Euronext, des choses passionnantes, intéressantes. J'avais une équipe, je gagnais bien ma vie. Mais voilà, je me trouvais pas. Il a fallu que je quitte tout. Encore une fois, je casse pour partir aux États-Unis. J'ai 31 ans. Je perds tous mes savings, toutes mes économies au bout d'un an. Je me retrouve serveur alors que j'avais jamais fait de petit boulot de ma vie. Je fais tous les petits boulots. Et puis, mais je me crée. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me réinventer? Où je trouve de la vie? Où je trouve... Et c'est là où, en fait, tout ce dont je parle, en fait, voilà, ça fait 15 ans que je les vis à travers de mes expériences. Et je me suis dit, je veux me connaître, je veux me comprendre. Je vais essayer de faire du cinéma. Alors, j'essaie tous les trucs. Scénariste, un peu acteur, beaucoup de stand-up comédie. Et chaque fois, c'était ce truc, c'est par rapport à la tuile que tu peux te recevoir sur la gueule, comment tu utilises l'énergie qui se passe et tu la retournes pour toi. Je vous prends un exemple. À un moment, je passe donc pendant 3 ans et demi, de 2005 à 2008, je fais de la comédie, je fais du stand-up comédie sur scène. C'est mon métier. Euh, un peu concours de circonstances, voilà, c'est ce que j'aime. Jamais je me serais imaginé comique, jamais j'aurais osé faire ça en France, par exemple, jamais avec toute l'image de ce qu'il faut, voilà, il faut être drôle, il faut être... Non, non, aux États-Unis, t'essayes, et puis ça marche, puis ça a marché. Et pourquoi je te dis ça? Euh, à l'époque, l'énergie de la salle était contre moi. On était à l'époque 2004, tu sais, l'Irak, la France, et donc comme je suis le petit français, donc les mecs, ils me détestaient. J'arrive sur scène. Petit français de 30 ans qui va essayer de faire rigoler les Américains. Et puis en fait, c'est une énergie négative, mais une énergie certes. Comment tu l'utilises? La même chose que maintenant. C'est une crise, comment tu utilises cette crise en opportunité?
Puis j'ai commencé à me foutre de la gueule de ce que je suis, de peut-être que ce que représente une partie de la France. Et puis après, je les amenais vers moi. Puis après, je peux leur montrer les belles choses sur la France, les faire rigoler, les amener à moi, voilà, les faire matcher, les aligner. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est comment. Et en fait, un peu, ça a été mon école de vie, si tu veux. Plusieurs années plus tard, ça commence à bien marcher en tant qu'acteur, en tant que comique. Je me dis, bon, je vais passer à l'étape au-dessus, je vais produire, réaliser un film. Je passe 2 ans autour du monde à faire ce film. Et fin 2010, 2 ans après la crise financière mondiale, impossible à vendre de film. Et là, pareil, on se retrouve à absolument rien, puisqu'on vivait de mes économies que j'avais pu engranger comme acteur et comique. J'avais la production qui me payait pour réaliser tout le film pendant 2 ans, mais pas de salaire. Et j'allais me faire payer sur ce que le film. Donc on se retrouve à l'américaine avec ma femme avec 2000 $ sur le compte en banque. Pareil, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? On bougeait à New York parce que, bref, on connaissait des gens qui pouvaient nous faire passer un appart gratuit pendant 2 mois. Obligé de trouver quelque chose. Et moi, voilà, le seul boulot que je trouve, c'est monter des soirées dans des nightclubs. J'ai jamais fait ça, c'était pas vraiment mon truc. Mais comme je suis le petit français, je me marre bien, les gens, j'ai une certaine sociabilité, on va dire. Euh, je fais ce que je pouvais faire dans ce moment-là. Il fallait que je gagne ma vie et puis il fallait que je reprenne confiance en moi. Il s'est trouvé que c'était l'univers de la nuit pendant 1 an. Très bien, canon. Et puis voilà, puis après, beaucoup de choses. Et quand je décide de devenir coach, il y a donc début 2014, pareil, sans formation de coaching, simplement cette passion pour les autres. Cette passion, c'était le fil rouge dans toutes mes expériences. C'était comment développer les autres dans les équipes avec les moi, quelles que soient les équipes, quand j'étais dans la finance, la communication, le luxe, le cinéma, etc. Un petit peu de volontariat en Afrique pendant 2-3 mois avant 2014. Et en 2014, je me dis, voilà, je vais me lancer là-dessus. Mon fil rouge, quand je vous dis les valeurs et cette direction à prendre, moi, la direction, c'est je veux aider l'autre à trouver son potentiel, exactement comme moi j'ai fait au cours de mes différentes vies. C'était mon fil rouge. Je ne savais absolument pas comment faire ça. Je ne savais pas quels étaient les moyens. C'est pour ça que je parle d'une direction. Je l'ai vu et revécu. Et puis finalement, le moyen, ça a été de monter des événements, ça a été de faire de l'écoute active, des cellules d'écoute active comme je mets actuellement en place en France. Ce que je savais faire, je savais écouter les gens, je sais me mettre sur scène, je sais les mettre sur scène. Donc j'ai pris ce que je pouvais. Et puis j'en ai fait un espèce de cocktail de survie au début, c'était comme ça que je survivais. Et puis après, un cocktail où ça marche bien, et puis les choses s'enclenchent. Jusqu'à maintenant, pareil, je suis revenu en France, j'avais mon petit agenda rempli de conférences jusqu'en 2022. Et puis en février, mi-février, tout commence à s'annuler. Et puis le 1er mars, 90% des conférences, des productions de conférences annulées. Donc pareil, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je sais faire une fois à nouveau? Ma femme est productrice vidéo depuis 15 ans. On sait filmer les gens. Je sais caster les gens, les coacher à bien parler en public. Et mon domaine, c'est le domaine des soft skills. C'est ce que j'aime. Tout ce qui tourne autour de la bienveillance, la générosité, la compassion, parler en public, etc., etc. Et ben voilà. Donc, on monte une plateforme de soft skills. Donc, j'apprends un nouveau métier, monter une start-up, lever des fonds, engager une équipe technique, etc., etc. Donc, encore une fois, j'apprends mon nouveau métier. Mais c'est toujours la même chose. C'est quelle est la chose la plus importante? Un, faut déjà survivre. Deux, et moi, il faut que je fasse quelque chose qui m'éclate aussi, puisque ma femme voulait travailler avec moi, donc il fallait que ce soit un truc commun. Donc c'est pour ça que je dis toujours aux gens de futures entreprises, que veulent vos employés, que veulent? Vous avez des énergies insoupçonnées. Et là, parfois où le bas blesse en France, je vois qu'effectivement, le talent management, c'est pas encore là où on peut être. C'est-à-dire que c'est vraiment aller écouter, voir quels sont les talents dans chacun de vos talents existants. Euh, D'une manière générale, même si je ne veux pas faire de généralisation, l'homme ou la femme française est brillant. En termes d'intelligence, de comprendre, d'analyse de la situation, ils ont une intelligence, j'ai l'impression, vraiment supérieure par rapport à tous les autres pays dans lesquels j'ai vécu. Et j'ai bossé dans 30 pays. Par rapport aux Américains, tu veux dire? Oui, Ah, bah par rapport ça, au... c'est pas étonnant. Oui, c'est pas étonnant. Mais c'est un truc de dingue et qu'on n'utilise pas. Par exemple, sur la plateforme, j'ai mon ami Charles-Élie Couture, le musicien, qui va nous parler de créativité et de multisme. On est tous multiples talents. Et c'est le moment de les faire ressurgir. Les gens, je parle encore beaucoup de gens, même des gens de 40 ans, qui disent non, j'ai pas vraiment de talent. Bon, j'étais 15 ans ingénieur, bon, c'est fait comme ça. Ou alors j'étais 15 ans en ressources humaines. Non, mais tu as d'autres choses aussi. Tu as ingénieur, puis d'autres choses, puis RH et d'autres choses.
Et pourquoi pas ramener ces autres choses dans le monde actuel, dans cette crise, d'aller proposer aux autres équipes, à tes collègues, aux patrons, comment je peux essayer d'insuffler une nouvelle énergie avec mes talents qui sont non utilisés. Ça, moi, c'est mon truc, c'est découvrir les talents. C'est ça la résilience, en fait. C'est redécouvrir des talents à toi non utilisés et que tu peux mettre en avant. Et je te jure, pour l'avoir vu et revu, et les gens sont. Je prends un exemple concret avec une des femmes de la Cité du Vin qui veut se réinventer. Voilà, elle a 25 ans d'expérience et je lui dis simplement cet exercice. Elle a travaillé dans l'art, dans la culture, dans le tourisme. Écrire sur 2 pages tous les talents qu'elle a mis en exergue sur ses 10-12 ans dans le culture, dans le tourisme et dans la culture. Art, culture et tourisme. Et elle me dit, ah, mais j'ai trouvé plein de choses, il y a un fil rouge, mais je ne savais pas que je savais faire ça et ça et ça. Voilà, tu me mets en avant. Donc maintenant, ils sont en train de reparler comment elle va se réinventer dans la boîte. Je prends un autre exemple, j'étais au fin fond du Moyen-Orient et je fais cet exercice d'improvisation, tout simple, banal. C'est pour ça que je conseille à tout le monde dans le monde de l'entreprise de faire de l'improvisation. Cette femme, dans l'administration depuis 20 ans, je vois qu'en 20 minutes, une créativité débordante, une capacité d'adaptation de dingue, une communication sans limite, c'était pas un hasard. Un hasard. J'en parle au boss, je lui dis, mais tu utilises ces dons de communication, de créativité, d'adaptation. Non, non, elle est bonne dans l'administration, je la garde. Non, mais c'est complètement ridicule, elle a plein de talents. Alors, peut-être qu'elle peut faire l'administration, mais il y a peut-être d'autres gens qui sont surtout bons à l'administration. Là, elle est clairement douée, la femme. Sur 50, c'était la meilleure. Et donc, depuis, elle a rechapeauté un truc, elle a gardé un petit peu d'administration, responsable de la communication de l'administration. Peu importe que ça se passe dans d'autres boîtes ou pas. Pour eux, ça marchait. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce qui marche pour vous, pour votre équipe, pour ton talent individuel. Ça a été un petit peu le fil rouge de ma vie et de ce que j'ai fait en tant que coach depuis 6 ans et demi. Alors, j'ai Marine qui me dit que tu allais évoquer les 10 points que tu mets Ouais, en avant pour ouais, favoriser la résilience. Alors, je vais te ouais, laisser reprendre sur ces 10 ouais, points. ouais. Alors, un, c'est accepter. Encore à nouveau, le tiers d'entre vous a dit ça à peu près. Mais c'est vraiment. Et accepter, euh, c'est pas banal, hein. J'ai passé beaucoup de temps sur juste ce mot. Et accepter, il y a la notion de sacrifice. Alors, quand je dis ça en France, ah non, non, sacrifice, non, non, on va pas. Les Américains comprennent. Encore une fois, je ne mets pas en avant les Américains. Juste sur la réinvention, ils sont bons. Euh, la notion de sacrifice, si, si. Quand tu te lances dans quelque chose, tu perds. Enfin, nous, on a bougé de New York, ma femme et moi, à Bordeaux, avant le Covid, en janvier. Bah, j'ai perdu. De toute façon, déjà, je savais que je perdais 50% de mes clients en passant. J'allais pas reprendre l'avion pour aller tous les voir. C'est pas grave. Donc, tu as des sacrifices. Mais on a un enfant, on voulait de la nature, etc. Donc, on a été très contents. Mais on sait, on est conscient des sacrifices qu'on fait. Donc, tu acceptes ta situation et tu acceptes les sacrifices que tu mets, qui se sont passés déjà par rapport à la nouvelle situation et que tu vas mettre et qui vont intervenir, qui vont arriver dans les semaines, dans les mois à venir. Les sacrifices. 2, c'est rassurer. On se rassure soi. Et puis on rassure les gens autour de nous si possible. Mais déjà de se rassurer. C'est-à-dire se rassurer, c'est de se rappeler à quel point on a été bon dans tel ou tel domaine. Donc, notamment l'exercice que j'ai fait avec cette femme et de se revoir et de dire, ah ben en fait oui, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Donc je vais pouvoir peut-être réussir à nouveau, même dans cette ambiance catastrophique actuelle. Je vais pouvoir réussir des choses. Je ne sais pas lesquelles. Je me rassure. 3, c'est des objectifs. Toujours, toujours, toujours des objectifs. Enfin, je prends le cas du sport. J'ai toujours des copains qui m'appellent, je suis sportif. Voilà, j'aime le sport. Pour moi, je n'imagine pas une journée sans faire du sport. Et tous les gens qui veulent du perdre de poids savent que la nutrition d'un côté et le sport de l'autre. Sauf que le sport pour le sport, c'est chiant, je comprends. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire du sport, il faut des objectifs, des petits objectifs. Et donc là, en termes de résilience, de réinvention, tu te fais des petits objectifs. Même dans l'inconnu aujourd'hui, dans cette perte de repères, les petits objectifs, je parle concrètement, c'est par exemple, voilà, dans une équipe, je ne sais pas on est en train de perdre notre chiffre d'affaires, tout va mal. Mon objectif, ça va être passer 30 minutes par jour par employé, par exemple, si tu es un manager de 10 employés, je vais passer 30 minutes par semaine par employé. Je vais les écouter, les booster. Voilà, c'est un objectif.
sur les 3 prochaines semaines. C'est un objectif très simple. Quel que soit le truc, pour courir, tu vas pas te mettre à courir quand tu n'as jamais couru. Non, tu te dis, je vais faire un 3 km. Et tu te dis où? Tu visualises. Tu vas aller jusqu'à l'église du coin ou tu vas aller, je sais pas quoi, sur le feu rouge de l'autre ville. Tu te visualises. Tu te mets des petits objectifs atteignables. C'est la base de la confiance en soi. Tout le monde dit comment avoir confiance en soi. C'est pas réussir un truc de dingue tout d'un coup demain. Des petits objectifs. Et puis après, tu peux la perdre, la confiance en soi. Moi, quand j'ai tout perdu avec ce film en 2010, pendant 3 4 mois, j'étais complètement perdu. J'avais plus de confiance en moi. Et il a fallu que je me retrouve. Ah ben non, j'ai fait des choses, etc. Mais j'ai l'impression que j'avais tout raté dans ma vie. Alors que c'était juste une période temporaire. Donc, un, il fallait que je me rassure. Et deux, que je me fixe donc je me suis fixé des tout petits objectifs, des trucs faciles. Et là, pareil, on peut le faire au niveau individuel, on peut le faire dans le monde de l'entreprise. 4, c'est banal, mais c'est s'entourer de gens positifs, bien sûr. Voilà, C'est pour ça que tu es là ce matin. C'est pour ça que je suis là avec toi. C'est pour ça qu'on se parle. Bah oui. Non, mais c'est pour ça qu'on se parle. Et puis moi, ça me fait du bien, moi, en plus aussi de parler toujours à deux gens. Quand j'insuffle de l'énergie, j'en reçois. Même si c'est un peu plus dur avec juste le chat et puis en visio. Ouais. Mais j'en reçois quand même. Donc s'entourer des gens positifs, bienveillants, voilà, vos potes sarcastiques avec lesquels vous faites la fête, c'est bien de l'humour, faut se marrer jusqu'à un certain point. Donc il faut aussi se marrer, donc j'en parlerai. La joie, l'humour, super important. Mais d'abord, les gens les plus positifs qui sont là, voilà, on a tous 2 3 personnes positives à qui on n'a peut-être pas parlé depuis 10 ans. C'est le moment de les avoir en ligne chaque jour, au moins une fois par semaine. 5, j'appelle ça la pratique spirituelle. Alors, je sais qu'on est dans le monde, dans les RH, donc dans le monde de l'entreprise, ça fait un peu fort. Mais quand je dis pratique spirituelle, c'est une pratique de j'ai confiance en quelque chose qui me dépasse, quelle que soit la chose. C'est-à-dire que le monde, j'ai confiance dans le monde, si je résumerais. J'ai confiance que les choses vont aller mieux. En termes de père de la résilience, on a tous des figures. En France, on a le génial Boris Cyrulnik, qui est incroyable, génial. Je dévore ses écrits. Il y en a un autre que je vous conseille, si vous ne connaissez pas, c'est l'admiral Scott Dell aux États-Unis, qui a été torturé pendant 8 ans. Et il dit que d'ailleurs, a étudié la philosophie avant d'avoir été torturé, notamment Épictète, l'a beaucoup aidé. Et lui, il est sorti, donc après 7 ans et demi en tôle vietnamienne, torturé 17 fois. Il dit que la façon dont ils sont sortis, c'est 2 choses. C'est un, c'est de s'être construit cette vision positive du monde à terme. C'est-à-dire que, bien qu'il soit torturé, il ne savait pas quand la guerre allait terminer, il voyait ses potes mourir un par un dans cette prison d'Hanoï, dont j'ai oublié le nom, assez connu. Il se disait, à terme, ça va être mieux. Je me construis une vision positive du futur, quelle qu'elle soit. 2, tous les jours, je fais ce qu'il faut pour résister. Je fais ce qu'il faut pour résister, quel que soit. Donc c'est presque paradoxe, et on appelle ça d'ailleurs le Scott-Dell paradoxe. C'est paradoxal. J'ai super optimiste d'un côté, et de l'autre, bah, j'ai les combats de boxe. Je résiste à la torture, je leur crache aux mecs s'il faut leur cracher. Je résiste, je fais ce qu'il faut au quotidien. Donc, c'est pas être complètement naïf et tout va aller bien et je me fais juste un plan, etc. Ou c'est pas juste je résiste sans. Je pense vraiment que c'est une combinaison des deux. Après, il y a la gratitude, bien sûr. Mais la gratitude, c'est pareil, c'est devenu un cliché. Moi, la gratitude, c'est très simple. Hein. Chaque jour, pour être revenu surtout de 20 ans de l'étranger, chaque jour, je remercie, bah, c'est vrai, je remercie d'être en France, d'être français. Je suis protégé avec la sécurité sociale. Chaque fois que je vais voir le docteur, c'est gratuit ou presque. C'est incroyable, inimaginable. Hein. Aux États-Unis, où j'ai vécu 15 ans, quand un de mes potes avait une grosse merde physique, c'était 300 000 $. 300 000 $. C'est-à-dire que tu t'endettais sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Inimaginable, hein, quand tu avais un truc qui, voilà, 2 3 mois à l'hôpital, un truc sérieux. Mon père maintenant a Alzheimer et c'est une des raisons pour laquelle je suis revenu en France. Et il en est à son 5e AVC depuis un an. Donc, hôpital. Bah, là, ce serait impossible de payer. Il n'a pas d'économie, mon père. Ce serait impossible, je ne sais pas combien ça va coûter, 400 000, 500 000 $. Donc, la gratitude. Moi, la gratitude chaque jour pour le fait d'être français,
pour vivre dans une belle région comme celle de Bordeaux, voilà, que j'aime bien, vivre dans un petit village en dehors de Bordeaux, très sympathique, etc. Ma femme, mon enfant, etc. Gratitude pour tout ce que j'ai fait auparavant, même si j'ai 80% de mon chiffre d'affaires qui est tombé avec l'événementiel. J'accepte. Je suis vivant, je suis en assez bonne santé. Voilà. Et puis aussi exprimer de la gratitude par rapport à tes collègues, tes employés. C'est un truc qu'on fait peu, quel que soit le pays d'ailleurs. Je suis assez perplexe. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a vraiment des preuves de la gratitude pour les gens qui t'ont aidé, de les remercier, même 2, 3 ans plus tard. Au fait, tu sais, ce que tu avais fait avec moi sur ce dossier, ou simplement de cette conversation qu'on avait eue un jour, 5 minutes dans l'aéroport, dans l'ascenseur, peu importe, ça m'a aidé. Je vous garantis de faire ça, cet exercice, pendant une semaine, une personne par jour qui vous a aidé à un moment de votre vie. Mais aider, voilà, ça peut être juste, il a été là à un moment, il a fourni de l'écoute, ça vous a aidé, puis finalement, ça a peut-être changé votre vie, même si c'était 0,1% à un moment donné. Être artistique, on est tous artistes, donc utiliser l'art, que ce soit le dessin, le théâtre, ce que tu veux. On regarde les petits-enfants, ils sont tous artistes, tous. Donc les gens qui me disent qu'ils ne sont pas créatifs, c'est n'importe quoi. C'est que juste la société nous fait croire qu'on n'est plus créatif. Euh, je réécoutais hier une interview de Jérémy Ferrari, là, celui qui est très dark, là, le comique. Passionnant en tout cas à l'écouter parler de sa vie. C'était sur Sud Radio, c'est disponible sur YouTube. Et il lui dit, oui, je suis comique, mais je me donne des moyens. Pendant 8 heures par jour, j'écris des blagues. Donc, encore une fois, il se donne des moyens. C'est pas... Et il a fait tous les métiers du monde Il a fait 17 petits boulots jusqu'à pouvoir en vivre de ce métier pendant 6 ans de galère. Donc, il faut se donner les moyens. Donc, nous, on n'a pas 8 heures par jour pour peut-être écrire des blagues ou faire du théâtre. Par contre, on a tous 30 minutes par jour. Et s'il faut se lever plus tôt le matin, on se lève plus tôt le matin et on donne libre cours à notre créativité. Je vois là dans les gens que j'accompagne à la Cité du Vin, beaucoup retrouvent la créativité. Ça sous-entend de se donner du temps aussi, de prendre du temps pour soi, même dans ce monde où il faut aller vite. C'est marrant parce que c'est très paradoxal, la résilience. Il faut enclencher une volonté. euh, il faut trouver voilà, cette volonté intérieure et en même temps, donc aller dans l'action, aller au urbain et en même temps se donner du temps. Donc accepter ces rythmes. Et travailler. Comment? Et travailler. Parce Travailler. qu'une fois, une fois que tu as trouvé, euh, tes- que tu as fait un peu ton introspection, que tu as identifié tes forces, sur quoi je suis créatif, etc., bah, il faut travailler tout ça. Il faut développer tout ça. Il y a une série qui est sympa sur Netflix en ce moment qui C'est s'appelle laquelle? le jeu de la dame, tu sais, sur la championne d'échecs. Une, Ah, je ne le connais pas, une- je regarderai. Ok. Et en fait, ça montre tout son parcours en fait, de quand elle est enfant jusqu'à ce qu'elle devienne championne du monde. Et ça Ah, je montre bien regarderai. qu'en fait, malgré le fait qu'à la base, elle a des facilités, elle a un QI, etc. Mais pour arriver à ce niveau-là, elle a dû travailler très dur. Travailler, Ça s'est pas fait comme ça. bien C'est sûr. pas juste un don. Ouais, ouais. Bah, Donc c'est intéressant. c'est Jacques Brel qui en parle le meilleur. Il dit que c'est qu'un désir et du travail. Jacques Brel, pour nous, c'est un homme, voilà, talentueux, génie. Et c'est un génie, mais il a dit que c'était du travail. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Jacques Brel, avant chaque concert, il dégueulait. Il dégueulait. Donc, et pourtant, c'était Jacques Brel, hein, même au summum de sa gloire, à 38, 40 ans. Euh, donc, il le dit, enfin, tous les génies dans tous les métiers, que ce soit les hommes d'affaires, les créatifs, les sportifs, disent toujours la même chose, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Avec c'est juste se donner, euh, se reconnaître, se donner confiance. Donc si je termine ma liste, voilà, s'exprimer avec les arts, quel que soit euh, le côté artistique que vous voulez, la joie, l'humour, bien sûr. Donc même si je dis au début d'abord, c'est s'entourer de gens très positifs, avant les plus sarcastiques. À un moment donné, il faut amener les gens. C'est pour ça qu'on sait que les docteurs, les infirmières, il y a beaucoup voilà, de blagues grivoises parce qu'il faut qu'ils relâchent la pression. Quoi. Il faut se marrer. Quoi. Dans ce monde-là, là, il faut se marrer. Il faut trouver, si c'est une, deux, trois personnes qui nous font rire ou des comiques ou je ne sais quoi, mais il faut se marrer dans ce moment-là. Je vous engage à voir. Comment il s'appelait? C'était l'un des plus. Ah voilà.
J'ai son livre là. Richard Pryor, c'était le plus grand comique américain, celui dont tous les Français, tous les Jamel, les Gad Elmaleh se sont inspirés. Richard Pryor, Pryor. Il a une vie dramatique. C'est le mec le plus drôle sur scène. Tu pleures de rire, même à l'écouter en vidéo. À un moment, il parle du fait qu'il s'était drogué parce qu'il était tellement mal dans sa peau, comme beaucoup de comiques. Il s'est brûlé à 70 degrés sur son corps. Il arrive 2 ans plus tard à nous faire pleurer de rire là-dessus sur un élément dramatique. Il faut un moment en rire, peut-être pas tout de suite pour ceux qui sont dans une situation dramatique, catastrophique, etc. Mais le traumatisme, si on n'en parle pas, si on ne s'entoure pas, à un moment, ça va nous bloquer. Ça va tout de suite. Voilà, il y a certains neurones qui vont se bloquer, etc. Donc il faut en parler. Et à un moment donné, même en rire. Tous les thérapeutes vont te le dire, à un certain moment. Pardonner aussi, pardonner à la situation, pardonner au monde, pardonner aux gens qui nous ont fait mal. Hein, c'est un grand principe aussi, bien sûr, de la résilience. Euh, Pardonner ne veut pas dire oublier, mais juste tu pardonnes parce que cette haine que tu as, que tu développes contre ce qui se passe, contre l'adversité, contre cette victimisation, Contre ton bah, manager en entreprise. voilà. Tu peux Ah pas, oui, ouais, bien sûr. Mais tu peux pas dire que tu es victime. Tu changes, tu fais changer. Si tu peux pas, bah, tu te barres, tu fais autre chose, tu montes un autre business, tu te barres de la boîte, mais tu peux pas te dire que tu es victime. Euh, t'essayes de changer, t'essayes de montrer toi l'exemple jusqu'à un certain point, bien sûr. Et puis après, ça marche pas, ça marche pas. Mais tu peux pas dire que c'est fini. Tu peux pas dire que tu es la résultante. Tous, 100% d'entre nous, on pourrait regarder notre vie d'une certaine photographie, d'un certain angle de caméra, et de se dire on est la victime, et c'est catastrophique. Tu vois, moi par exemple, je rêverais d'écrire, j'en ai parlé à un éditeur, il n'a pas voulu, il m'a dit non, on va pas faire ça, non, non, c'est fou. Je rêverais d'écrire un bouquin où recto, j'écris tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai gagné dans ma vie, et verso, tout ce que j'ai merdé. Mais faire vraiment 200 pages sur tout ce que j'ai raté dans la vie. Parce qu'il y en a autant. Sauf que bien sûr, les gens, ils voient ce que tu as réussi. Et puis, pour avoir des clients, etc., tu mets en œuvre aussi ce que tu as réussi. Mais plus les gens s'en sont sortis, plus les gens que je connais sont heureux, c'est parce qu'ils ont travaillé. Et puis, c'était des remises en question, c'était des pivots par rapport à là où ils ont merdé. Donc voilà. Mes 10 choses pour moi, ce que j'ai vu pour sortir de cette voilà d'un endroit qui te plaît pas et d'accepter la situation et de s'adapter, de rebondir et de se dire que c'est pas grave si on ne sait pas exactement où on va rebondir. Encore une fois, il faut avoir une direction. Je prends mon cas, ce que je faisais en tant que producteur de conférences, ce que je faisais en tant que conférencier et ce que je faisais en tant que coach sur le plan physique. Il y avait un mot, c'était inspirer les autres. Et cette plateforme qu'on va faire, voilà, c'est inspirer les autres. C'était le fil rouge. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour inspirer les autres, puisque c'est un truc que j'adore et dans lequel je suis pas trop mauvais. Donc, encore une fois, quelle est la chose importante que vous voulez sauver, que vraiment vous voulez sauver. C'est pour ça qu'on parle de sacrifice, parce qu'on va perdre des choses dans cette situation qui se passe. Même dans les amitiés, on le voit, hein, parce qu'on a tous des réactions différentes. Et tous les gens à qui j'en parle, ils sont tous en train de se séparer de certains amis à eux, parce que leur vue est tellement différente par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Moi, je pense, j'ai perdu un de mes proches amis, on va dire. On est tellement en désaccord sur ce qui se passe dans le monde et sur la façon de réagir euh, que voilà, et c'est pas grave, c'est tout. On continue. J'aurai d'autres amis qui ont plus le même système de est-ce valeurs que, que le mien. est-ce que tu crois que finalement la résilience, elle n'est pas liée aussi à la capacité de résilience à la culture d'un pays? Parce que Bien bon, sûr, moi, bien je sûr, suis beaucoup l'actualité, bien sûr, bien je sûr. vois bien ce qui se passe, je discute avec beaucoup de RH, et notamment des RH qui sont également aux États-Unis, au Canada, etc. Et j'ai pas du tout les mêmes sons de cloche qu'en France, et j'ai pas, d'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes stratégies, hein. Aux États-Unis, au Canada, on est sur des stratégies de développement des talents depuis plusieurs années, alors qu'en France, on sort à peine de l'administratif pour imaginer ce qu'on pourrait faire en termes de gestion des talents. Mais ça, c'est lié aussi au fait qu'en France, on va plutôt te parler de chômage avant de te parler
de dynamique. On est plutôt sans arrêt en train de mettre en avant des effets négatifs plutôt que positifs. Donc, et donc, moi, mon constat, c'est qu'effectivement, je pense qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de rebondir qu'en France, par exemple. Mais Psychologiquement, tu veux dire, ouais. est-ce que c'est Ouais. pas un problème culturel et est-ce que le Covid est pas en train Ouais, ouais, de nous faire changer de ouais, ouais, façon plus globale à ce niveau-là? ouais. Alors, je relisais un historien qui disait que chaque guerre, il y a une transformation culturelle après. On change Ouais. forcément la manière dont on pense. Donc là, effectivement, la France, on a beaucoup d'atouts. À nouveau, je pense vraiment qu'on a une intelligence de dingue, une capacité d'analyse de dingue, mais dans l'action, on n'est pas aussi bon. Et on a moins cette capacité de résilience, c'est clair, par rapport aux deux pays que je connais très bien, les États-Unis et le Japon. Alors là, ça, c'est clair. Ils ont plein de défauts, mais en termes de réinvention et résilience, parce que si tu reviens aux cow-boys, ils sont inventés, ils étaient partis de nulle part, etc. Bon, après, c'est toute l'histoire américaine, mais c'est dans leur gène. Même les Australiens, hein, parce que les Australiens, ils venaient d'anciens Tola, etc. C'est plus dans leur gène. Les Australiens, les Américains, les Japonais, en tout cas, ces trois peuples, c'est clair. Donc ça, c'est... Mais on peut changer, on peut encore changer. Et donc ça, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai écrit un autre bouquin sur la réinvention. J'ai une autre maison d'édition qui veut que j'écris un deuxième bouquin là-dessus, parce que ils disent que les Français vont s'intéresser vraiment et comprennent que on peut tous se réinventer. On n'a pas besoin d'avoir fait HEC, l'ENA ou d'être né d'une famille riche. Non, non, c'est juste, c'est psychologique. C'est vraiment de se dire, je peux le faire, d'y croire. Et comme on a très peu confiance en soi, si je fais un parallèle juste avec le bonheur, tu sais, j'ai fait beaucoup d'études, Ouais. j'ai parlé beaucoup de tout ce qui est bonheur en entreprise, etc., bonheur personnel, etc. Donc j'ai beaucoup étudié la question. Euh, et j'ai été beaucoup dans les pays du Nord. Tu sais, ils sont très forts en bonheur en entreprise. Mhm. Euh, et, euh, et les pays du Nord, c'est ça, c'est cette résilience, c'est d'accepter ce qui se passe, de capacité, on se remet et on ne se juge pas. Et parce qu'on ne se juge pas, donc on ne juge pas sa propre invention. On dit, bah, c'est bien, non, non, c'est juste, bah, il faut que je change, donc je change. Mais en France, on a toujours ce truc, oui, mais est-ce que c'est intelligent de changer? Est-ce que, oui, mais est-ce que par rapport à mon âge, est-ce que, et puis que vont dire mes amis, mes parents, ma famille? On a un jugement, par exemple, Surtout. qui existe très peu en Asie. Dans toute Ouais. l'Asie, Ouais. ils ont plein de défauts aussi, mais ils n'ont pas le jugement de soi-même. Alors, mais nous, c'est pour ça, je pense qu'on était aussi, c'est pour ça que Paris est tellement beau, de l'excellence, c'est qu'on a tellement réfléchi, parce qu'on a tellement peur de faire mal, tellement peur d'être pas beau sur tous les sens du terme, que qu'on se met les bâtons dans les roues, qu'on n'invente pas. Donc c'est bien quand les choses marchent, sauf que quand les choses marchent pas, il faut oublier le jugement des autres. Dans le bouquin que j'ai écrit, dans le premier bouquin que j'ai écrit, je ne parle pas ni de famille, ni d'amis. J'ai ni de chapitre sur la famille, ni un chapitre sur les amis. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu, et je le dis, c'est les choses les plus importantes pour ton bonheur personnel, la famille et les amis. Les choses les plus importantes pour être heureux. En termes de réinvention et de résilience, c'est parfois beaucoup moins important. Et parfois, ils sont même néfastes. Chaque réinvention que j'ai eue, je perds une partie de mes amis. Et il y a une partie de ma famille qui ne comprend pas. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 5 ans quand je suis parlé aux États-Unis. C'était une lubie, n'importe quoi. Reste en France, avoir une carrière normale. Pourquoi tu pars? Elle a absolument pas compris. C'est pas grave, j'allais la retrouver un jour. C'était plus important pour moi pour me trouver. Et ça, je crois que c'est un truc sur lequel il faut. Je te dis, cet exemple d'événement, Stand Up for Passion, que j'ai fait 25 fois dans 10 pays différents. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, que ce soit au Maroc, au Canada, au Népal, au Japon, en Aruba, dans l'Amérique latine. Donc des cultures complètement différentes. On mettait en scène des gens qui parlent de résilience et de réinvention de vie. 7 personnes, 7 minutes. À chaque fois, de la salle, c'était ouvert aux questions. Et chaque fois, j'ai eu la même question, quelle que soit la question, quelle que soit la culture. Quand vous avez décidé de vous réinventer, monsieur ou madame, donc il posait ça à l'un de mes Ouais. speakers, comment avez-vous fait avec votre famille et vos amis? Chaque fois, puisque c'est le premier truc qui nous empêche de réinventer. Et chaque fois, chacun de mes speakers, ils m'ont dit, j'ai perdu une partie de ma famille, mes amis, pendant un temps. Tous, tous. Je pense par exemple à un Canadien indien d'origine. Si je peux, les Indiens, ils sont assez dogmatiques, ils acceptent.
ils sont un peu rigides, malheureusement, sur ils sont très créatifs au niveau business, mais au niveau famille, ils sont très rigides. Et donc, chaque scène, j'ai toujours eu un Indien de l'Inde. Hein. Et lui, il n'osait pas avouer, par exemple, il n'osait pas faire un coming out en tant qu'homosexuel. Parce que et donc, il voulait pas perdre sa mère. Sa mère ne pouvait pas supporter. Et, il s'est dit, et à un moment, donc il a essayé de se suicider 3 fois. Ça n'a pas marché, heureusement. Et à un moment, juste avant d'essayer de se suicider pour la 4e fois, il dit, non, non, c'est tout, je vais le dire à ma mère. Et j'accepte que ma mère ne me parle plus pour le restant de ma vie. Tu vois? Sa mère ne lui a pas parlé pendant 3 ans, effectivement. Après, ils ont repris la conversation. Tout va bien aujourd'hui. Elle a compris. Elle est amie avec son partenaire de vie. Je pense vraiment que c'est important, tu vois. Et donc, pareil, si tu reprends au niveau de l'entreprise, il y a une partie de tes boss, de tes collègues qui vont pas comprendre. Eh bien, c'est pas grave. On fait tout pour changer, tout pour leur comprendre. Eh ben, c'est tout. Il faut partir de la société ou faire autre chose. À un moment, il y a des sacrifices dans ces réinventions. C'est pour ça qu'elle me passionne. Voilà, je peux te dire que moi, en montant une start-up maintenant, une plateforme, pareil, je suis en train de perdre des gens qui comprennent absolument pas pourquoi je ne vais pas juste continuer à faire du coaching Ouais. et de la conférence. Non, je peux faire moins de coaching, moins de conférences, puisque c'est plus possible dans ce monde actuel. Donc, je vais faire du digital et je vais le faire le mieux possible. Et c'est un long projet sur 5, 7 ans, Donc, peut-être. plus que la résilience, en ce moment, ce qui est important, c'est d'avoir confiance en soi, en fait. Confiance en soi. En confiance en soi, si je te reprends 2 secondes, voilà, c'est encore aussi un mythe, la confiance en soi. Ouais. C'est vraiment des petites étapes. Je vous conseille de lire, c'est David Goggins. David Goggins, ultramarathonien, Navy Seals. Euh, je crois que c'est le même le plus inspirant qui soit. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Can't Hurt Me. En gros, justement, personne ne peut me faire mal. Et en fait, lui, personne ne peut me faire mal psychologiquement. Il était né noir dans un petit bled, je crois dans le Missouri. 100% de la ville était blanc, sauf lui. Donc t'imagines la galère, surtout il y a 30 ans, il a 45 ans aujourd'hui. Et donc il s'en est sorti, mais dépression, il faisait 300 kilos à un moment donné. Et à un moment donné, il dit, je veux devenir Marines. Donc il foire pendant 3 ans son truc de Marines. Et finalement, aujourd'hui, c'est un ultra-marathonien qui fait des courses de 200 km. 200 km. Et il en fait parfois 3 par semaine. 3 par semaine. Donc lui, alors, au niveau compréhension, réinvention de soi, et il parle de confiance en soi. Donc, il ne savait pas courir sur 300 mètres. Hein, quand imagine quand il faisait 300 kilos. Aujourd'hui, il fait 200 km. Ouais. Mais voilà, il a fait 300 mètres. Et puis après, il a fait 400 mètres. Après, il a fait 500 mètres. En France, voilà, on est très subjugué par les stars ou les grands chefs d'entreprise, les patrons d'entreprise. Non, moi, une grande star ou un patron d'entreprise, il n'est pas plus important que moi. Mm. Il n'est pas plus important, il est au même niveau. Simplement, il a eu plus confiance en lui à un moment donné que moi. Il a eu plus d'atouts, plus de ressources. Euh, et il s'est construit, et il s'est peut-être construit tôt, et puis il avait peut-être une enfance familiale qui fait que voilà, il y avait beaucoup d'amour. Bon, ça c'est d'autres choses, mais je pense aussi que c'est important en termes de résilience. Boris Cyrulnik parle beaucoup de ça, des tuteurs de résilience. Si on n'a pas eu la chance avant 2, 3 ans d'avoir beaucoup d'amour, beaucoup de coaching de sa famille, eh bien il faut se trouver ces tuteurs de résilience dans la vie, ces gens qui vont nous apprendre, tout est possible, vont nous reconnaître, vont nous regarder, vont croire en nous et vont nous laisser s'autoriser. Ah bah C'est voilà, un... j'arrivais pas à trouver un terme pour ton métier. Tu es tuteur de résilience. Oui, oui, je pourrais appeler ça, effectivement. Non, je pourrais appeler tuteur de Eh résilience. oui, Oui, non, c'est ça. mais bon, pour en revenir à ce qu'on disait sur la culture française, de toute façon, un des premiers exemples est quelque chose qui est frappant. Tu sais qu'en France, l'anglais n'est pas une langue très courante et que les Français ont beaucoup de mal à parler anglais. Mais en fait, ça s'explique, c'est culturel. Rappelle-toi à l'école, quand tu commençais à Bien sûr, apprendre à parler anglais, tout le bien monde se sûr, fout de ta gueule. bien sûr, Donc, comme tout le monde se fout de ta gueule, bah, tu fais pas l'effort. T'arrêtes, t'as honte bien et tu sûr, stops. bien Et il y a sûr. beaucoup de choses qui sont comme ça. Eh ben, je vais te prendre un exemple là-dessus. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, j'ai donc la première fois là avec cette bourse, j'ai 16 ans. Je suis en cours, j'adorais, il y avait un cours de psychologie pratique.
J'adore ça, très américain. Et je me rappelle encore, je me rappelle la façon, j'ai quelque chose qui a switché ce jour-là dans ma tête. Donc moi, j'arrivais petit français de Paris, donc même avec mon envie de changer, bah, je restais un Parisien, je restais un Français. Et je me rappelle encore, je suis au devant de la classe, il y a un élève au fond qui pose une question, je ne me rappelle plus laquelle, que je considérais à l'époque idiote. Donc je le juge, je me dis, mais il est fou, quoi. Il pose une question, mais c'est idiot. Et je me rappelle toujours de la réaction que j'ai eue. Mais pourquoi les gens, ils se marrent pas? Pourquoi ils se foutent pas de sa gueule? Et je le regarde, mais il est vraiment idiot. Et j'ai tellement été interloqué par. Et puis donc la prof, je réponds gentiment, passe du temps, répond. Et je me rappelle d'aller voir la prof à la fin de ce cours. Et je lui dis, mais je comprends pas pourquoi vous avez répondu à cet élève, c'était quand même pas très intelligent. Et elle m'a dit, mais t'es qui, Arnaud, tu as 16 ans, t'es qui? T'es le plus intelligent du monde? J'ai dit, non, non, je sais que en plus, je sais, j'ai été testé, j'ai juste une intelligence peine au-dessus de la moyenne. Donc, en plus, je le sais. Et donc, mais pourquoi donc pourquoi tu te permets de juger l'autre? Tout le monde a une réponse à la question. Et s'il se pose une question, ça veut dire que d'autres gens se posent la question. Donc, chaque question est autorisable, est validée, est validable. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Je me souviens où je suis dans cette classe et de ma réaction à l'époque. Effectivement, on a été Conditionné. conditionné à l'excellence. C'est pour ça que voilà, il fallait être excellent en France. Il faut être excellent quand tu écris tes emails. Je vois que hier, par exemple, j'ai envoyé un email à une espèce de un très très grand DRH pour le coup. Et je le montre à un copain avant d'y aller parce que c'est pour ma plateforme en devenir. Et il me dit, Arnaud, c'est impossible que tu envoies ça. Je te cautionne pas. Le mec est dans la boîte, une des plus grosses boîtes françaises. Et je lui dis, mais je sais. Mais il dit, non, mais c'est trop américain, t'es trop cash. Je sais pas écrire, je sais pas écrire autrement. Je dis, ah non, non, il faut mettre les formes, etc. Sinon, il va te juger. Putain, je dis, mais comment j'ai fait jusqu'à maintenant? Tu vois, tout d'un coup, même moi, j'étais en doute. Mais comment j'ai fait depuis 6 ans pour être coach? Comment Alors, c'est vrai que les gens, ils me connaissent, ils me voient en interview, sur conférence, où c'est du bouche à oreille. Et je dis, bon, ben, je suis sûrement pas la personne qu'il faut. Si maintenant je suis en France, il faut que j'écrive avec une autre écriture, bon, bah, c'est tout. Je vais engager quelqu'un qui écrit mes emails pour moi et qui écrit mieux que moi, qui a cette adaptation, qui a passé 20 ans à écrire des bons emails. Mais je me disais, on me l'a jamais dit aux États-Unis. Il me dit, c'est impossible d'envoyer un email comme ça. Et pourtant, j'y avais passé 1 heure, cet email, donc c'est pas 5 minutes. Et je connais mon domaine par cœur. Donc, parce qu'on voilà, on se juge sur n'importe quel mot, Bon. d'orthographe, la grammaire, etc. Donc, il faut faire avec. Il faut faire avec, mais c'est vrai que voilà, le jugement, c'est le premier truc c'est le premier truc pour ne pas changer, contre la résilience, contre la transformation, contre l'innovation. Là, j'en parlais ce matin avec un autre potentiel speaker de ma plateforme, qui est un spécialiste de l'innovation, et on sait, hein, pour innover, c'est des idées qui proviennent de milieux différents, hein, et les faire se bousculer, et surtout pas juger. On ne juge pas les idées, elles se bousculent, et à un moment, tu incubes ces idées, quelque chose en émerge, qu'il faut accepter. Et à ce moment-là, il faut expérimenter. Tout ça, c'est un processus, effectivement, qui nous est un petit peu étranger parfois en France. Ouais. Bon, bah écoute, Arnaud, on a, ça fait 1 heure qu'on échange. Je Ah pense oui, c'est pas mal. C'est aussi utile. on va peut-être mettre un terme à cet Ouais. échange. En tout cas, c'était très, très sympa. J'ai pas lu, j'ai pas lu tous les chats. Ce qu'il Alors, y a on peut des- regarder un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une question. Comment tu passes de la résilience individuelle à la résilience collective, puis à arriver à mettre en place une nouvelle culture? Alors, la façon dont je le mets en place avec les boîtes avec lesquelles je travaille à Bordeaux en ce moment, et que je l'ai fait par ailleurs, donc ça va être la mienne, à nouveau, mais c'est de dire aux équipes avec lesquelles je travaille comment vous avez travaillé sur votre propre résilience. Et à nouveau, pour moi, c'est pas narcissique, c'est un peu comme faisait Montaigne. Tu prends ton exemple à toi, avec ce qu'il faisait avec les essais, comment tu as travaillé dessus et comment de proposer aux autres, de travailler d'abord sur la résilience personnelle, effectivement, qu'on s'écoute et qu'on fasse un magma de ça, que chacun parle de son expérience personnelle, et maintenant, comment on passe à la résilience de la boîte. Et on écrit on écrit une nouvelle culture collectivement, effectivement. Donc, on prend les bases de tout ce qui a été dit collectivement, et puis
par rapport à la définition de la résilience, c'est quoi l'adéquation, l'alignement? On en revient toujours. L'alignement de valeurs entre ce que dit le management, les boss, et puis toutes les autres. Quel est le point de convergence de tout? C'est ce sur quoi je me base. Merci d'avoir diffusé autant d'enthousiasme. Merci. Merci pour l'énergie positive. Merci à vous. Passionné et passionnant. Merci, je prends. J'avais appelé ma boîte un peu pour ça, hein, standupforpassion.com. Je ne peux pas faire autrement que d'être comme ça. Forme d'expression écrite. Là, il faut que j'ai. Faut que je remette mes lunettes là. Forme d'expression écrite. Tu vois, là, il faut peut-être que je les remette et je ne sais pas où je les ai Et mises. comme elles sont cassées, tu ne veux pas les mettre. Oui, c'est ça. Tu as tout compris. Forme d'expression écrite orale, je vois une grande similitude dans les échanges avec nos recruteurs. Ouais. Ouais, bah oui, c'est par rapport aux emails que j'écrivais. Oui, être inspirant, merci. Puis je sais pas dans les ceux d'avant, comment dire, je sais pas si dans les chats il y a des trucs qu'on a loupés. J'ai pas regardé beaucoup. Donc en tout cas, voilà. Ouais, sinon, on peut me contacter sur Arnaud standupforpassion.com ou sur mon LinkedIn. Je suis sur Instagram, Stand Up for Passion, sur Twitter, tous les bons petits réseaux. Et Bon, bah super. toujours à même d'entendre votre propre définition de la résilience, toujours à même d'entendre des belles histoires, comment vous avez fait dans votre boîte ou vous-même, parce que je suis un apprenant, donc je continue à apprendre des autres. On est moi, ça même France. Ah bah écoute, merci. J'en ai monté un Bordeaux juste il y a 1 an avant que je m'installe, et puis on va remonter un, j'espère, je ne sais pas quand, un Stand Up for Passion. En France et là-dessus sûrement. Vraiment c'était le fil rouge comme maintenant, c'était la résilience et la transformation, mais là, ce serait sur ce qui s'est passé dans le Covid. On voit des très belles choses. Juste, je peux terminer là-dessus. C'est qu'on entend plein de choses et c'est difficile, mais il y a il y a une psychologiste américaine new-yorkaise que je connais, j'ai oublié son nom, qui parle de post-traumatic growth. Donc, il y a le post-traumatic disorder. Donc, c'est un vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui vont pas être bien dans les années à venir avec tout ce qui s'est passé. Donc, ils ont un post-traumatic stress, exactement comme les soldats sur le terrain. Mais dans 70% des cas, elle a dit, et Boris Cybuldik dit la même chose. Lui, il dit 80-90% des cas. Elle dit 70% des cas. Quand tu t'entoures des bonnes personnes, quand tu racontes ce qui se passe avec un psy, avec un coach, avec des bons collègues, avec des amis, quoi que ce soit, quand tu racontes ce que tu vis au niveau des émotions et quand tu prends des bonnes décisions de changer, que tu acceptes les sacrifices, 70% pour cette psychologue américaine que je connais, 80-90% des cas pour ce que dit Boris Cybulnik, tu vas être meilleur après le trauma qu'avant le trauma. Je vais donner juste un exemple, un dernier exemple. Je suis un peu en tant qu'auditeur libre un groupe de théâtre à Bordeaux. J'y étais juste 2 fois avant le confinement. Et il y avait cette femme sur scène, visiblement, bon, c'était pas une comédienne. Je me demandais un petit peu ce qu'elle foutait là. Je ne savais pas de juger, mais je me disais, bon, mais je me dis, bon, elle en a sûrement besoin pour son développement personnel, de faire du théâtre, d'essayer de s'exprimer sur scène. C'était pas son truc. On revient la post-confinement en juin, quand on avait le droit de sortir. Je n'ai jamais vu une transformation comme ça. Cette femme était devenue une Muriel Robin, était devenue une professionnelle. Elle nous a écrit un spectacle de dingue, elle nous a fait rire, elle savait les gestes, sa voix avait changé, tout avait changé. Et enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qui a changé? Simplement, j'ai décidé de m'en foutre du regard des autres, un, et deux, de comprendre qu'avec dans ces mots, avec ce putain de virus, je pouvais peut-être mourir, on pouvait peut-être mourir, et donc il était temps de devenir moi avant que j'ai 80 ans, elle a 40 ans. Donc ce truc, un, je décide de m'en foutre du jugement des autres, et deux, je décide de devenir moi maintenant. Tu vois, donc, et c'est ce que le Covid a eu comme conséquence pour son propre psychisme. Donc, il y a des possibilités, voilà, il y a plein de belles choses que j'entends. Ce gars, directeur de la comptabilité dans une grande boîte à Bordeaux, et qui s'est dit, bah, en fait, ça fait 15 ans que je fais de la compta, c'est pas mon truc. Et il a ouvert un magasin de fleurs. Je trouve ça génial. Il m'a même demandé justement, est-ce que tu es sûr que je devrais le faire?
il m'a pris 1 heure de coaching. J'ai dit, mais bien sûr. En plus, tu as tes compétences de gestion. Sa femme aime les fleurs, mais elle n'osait pas, etc. Et mais génial, mais bien sûr, lancez-vous, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Les crédits sont moins, les bails vont coûter moins cher, mais lancez-vous. Si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Ouais. Donc, on voit plein de belles choses en ce moment. Et même dans les équipes, on voit des gens qui regorgent de créativité, etc. Voilà, je suis positif pour ceux qui décident de se prendre pour ceux qui se décident de se prendre en main, qui parlent aux autres, qui font un travail sur soi, qui décident de renouveler la culture d'entreprise. Je suis assez positif pour cela, en tout cas. Bon, écoutez, on va s'arrêter. Le replay, là, pour ceux qui l'ont demandé, il sera en ligne demain matin sur My RH Line. Donc, Bonjour à Bordeaux, merci. vous pourrez vous connecter, vous Venez à aurez le Lyon, replay. merci. Et puis, écoute Arnaud, je Je te vais mettre remercie mon... d'avoir participé à ce webinaire. J'espère Ouais, que toi, on en refera un ensemble prochainement. ouais, si tu veux. Attends, je mets mon email. Si j'arrive à écrire Ouais. sans lunettes, standupforpassion.com, c'est ça? J'essaie d'écrire en gros, en capital. Alors C'est ça? attends, est-ce que ça marche? ARNAUD, standupforpassion.com. Ouais, c'est bon. Ouais, non, non, merci à toi. Attends, t'as mis quoi? Oui, c'est bon. C'est Super, bon. Merci super. à toi. Eh ben, je vous Merci à dis vous. merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Et je vous dis à bientôt. Bon après-midi, au revoir. Salut Arnaud. Salut.